Bienvenue dans l'événement du dimanche, ravi de vous retrouver. Bonjour Fabien Roussel. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation, secrétaire national du Parti communiste français, également député du Nord. 1 heure d'entretien avec moi à mes côtés ce dimanche, Nicolas Doménac. Bonjour. Éditorialiste politique. Bonjour. Pascal Perry pour l'éditorialiste économique. Une émission, je vous le rappelle, à retrouver en direct sur tous les réseaux sociaux TF1 Info. Climat social, élections européennes, les gauches irréconciliables à leur paroxysme, mais également un peu d'international, la visite notamment du président chinois en France. Mais d'abord, les forces de l'ordre, Fabien Roussel, qui ont évacué ce vendredi plus de 90 étudiants qui se trouvaient dans les locaux de Sciences Po Paris. Les appels à bloquer les lycées se poursuivent en ce début de semaine. Le président de la République, dans un entretien de nos confrères La Tribune dimanche et La Provence, s'exprime là-dessus, sur ces blocages. Et il condamne, dit-il, avec la plus grande fermeté, intimer à l'ordre à un établissement d'avoir telle ou telle politique par la force et le blocage, sous prétexte notamment aussi à d'autres étudiants d'accéder à un amphithéâtre, les empêcher, est inacceptable. Ce n'est pas la République, dit-il. Est-ce que vous condamnez ces occupations? Est-ce que vous craignez une contagion? D'abord, le président de la République ferait mieux agir efficacement, politiquement, diplomatiquement, contre le gouvernement de Netanyahou pour que le massacre cesse à Gaza. Dans le monde entier, il y a des manifestations, des mobilisations dans le monde entier pour un cessez-le-feu à Gaza, contre ce massacre inhumain qui a lieu là-bas. Aux États-Unis, au Royaume-Uni, en effet. Et certainement que si la jeunesse française, les étudiants se mobilisent aujourd'hui dans les facs, dans les grandes écoles et partout, c'est aussi parce que la France est en dessous de ce qu'elle devrait faire. Et la France a un geste fort politique à faire, c'est de reconnaître la Palestine comme un État. Le président de la République, que j'ai interrogé à de nombreuses reprises là-dessus, à chaque fois nous dit c'est pas le moment, mais quand est-ce que ce sera le moment? Nous savons que d'autres pays de l'Union européenne suivront le mouvement si la France le fait. C'est urgentissime. Mais sur ces moyens d'action précisément, ces images, et on va y revenir, s'arrêter sur des symboles forts, mais bloquer ces universités, ce sont à chaque fois une poignée d'étudiants qui bloquent l'accès aux cours de centaines d'autres. Est-ce que vous condamnez ce mode d'action qui empêche aussi le débat? D'abord, que des étudiants se mobilisent en bloquant des facs, que ce soit pour réclamer parfois l'augmentation des bourses, de meilleures conditions d'études, la fin de la sélection à l'entrée des universités. Là, c'est pas le cas, tout ça, je peux vous dire, j'y ai participé, et donc on ne va pas commencer aujourd'hui à s'émouvoir parce que des étudiants se mobilisent. Ils se mobilisent aussi sur un sujet international grave, dont on parle dans le monde entier parce que c'est insupportable, et la communauté internationale, les pays occidentaux n'agissent pas. C'est pour ça que ça bouge d'abord. Ensuite, qu'il y ait dans ces mouvements des propos antisémites, qu'il y ait des propos ou qui interdisent à des personnes de prendre la parole parce qu'ils sont juifs et qu'ils n'auraient pas le droit de parler, que l'on parle d'Israël au lieu de dénoncer le gouvernement israélien. Ce sont des choses importantes, c'est pas que du détail. Et c'est grave quand, notamment, il y a de l'antisémitisme. Au contraire, pour porter ce combat pour la paix, pour le respect des résolutions de l'ONU, pour la libération des otages encore détenus aujourd'hui, nous avons besoin de réunir tous les pacifistes et les progressistes israéliens, palestiniens, que j'ai réunis d'ailleurs hier. Place du Colonel Fabien, nous avons fait une journée consacrée à la paix dans le monde avec 20 pays représentés. J'ai déjeuné avec les communistes israéliens qui se battent pour le cessez-le-feu, qui se battent pour une solution à 2 États. Ils étaient là avec nous, et d'ailleurs nous avons échangé avec les membres du parti Today iranien, qui eux aussi subissent la répression sanglante des mollahs iraniens. Donc tout ça pour dire que dans ces pays, Roussel, comme ici, il y a des progressistes qui se battent pour une solution à 2 États. Non, je ne vois rien du tout. Je vous dis que justement, il faut d'abord voir ces mobilisations positives, progressistes qui existent. Et bien sûr, on peut faire une focale sur des propos inadmissibles, condamnables qui sont tenus. Roussel, mais moi, je veux d'abord voir le mouvement pour la paix et pour le cessez-le-feu. Vous êtes exprimé juste une question. Il y a confusion quand même. Ça, dans l'esprit d'un homme comme vous, rationnel, ça doit être clair. Quand vous entendez des étudiants dire le 7 octobre, non pas une fois, 10 fois, 100 fois, mais tous les jours, vous comprenez bien qu'il ne s'agit pas de lutter contre Netanyahou et son gouvernement, quel que soit ce qu'on en pense. C'est de l'antisémitisme pur et dur. Mais vous savez... Mais vous l'avez entendu, ça ou pas? Ça vous a échappé?
nous sommes de ceux, et je ne suis pas le seul, et mon parti n'est pas le seul là-dessus, à dénoncer autant le pogrom qui s'est tenu le 7 octobre par une organisation terroriste à l'encontre de civils. J'ai été le seul responsable politique national à conduire une délégation, à me rendre en Israël et en Palestine après ces attentats horribles du 7 octobre. Le seul français à y être allé, à écouter des députés communistes israéliens, des organisations israéliennes arabes, à écouter un père qui a perdu son fils dans ces attentats du 7, mais aussi à entendre ces Palestiniens, ces familles qui subissent l'occupation en Cisjordanie, à écouter les massacres... Les étudiants qui disent ça, qui chantent ça, monsieur Roussel, vous dites quoi? Mais je les dénonce, enfin. Vous savez bien que nous ne participons pas de ce sujet-là, mais je vous ai dit que, justement, ce combat pour un cessez-le-feu à Gaza serait beaucoup plus fort s'il était beaucoup plus clair sur la dénonciation des attentats terroristes du 7 octobre, comme je viens de le faire, et en même temps l'appel à un cessez-le-feu, à la libération des otages, plus de clarté, au respect des résolutions de l'ONU. Plus de clarté dans les mots et dans les symboles, Nicolas. Vous avez effectivement dénoncé le pogrom du 7 octobre, mais pas les Insoumis. Les Insoumis, ils en ont même, certains d'entre eux, qualifié le Hamas de mouvement de résistance. Et les Insoumis, ils font de cela un axe de campagne. Je veux dire, ce qui explique peut-être que ce mouvement soit très minoritaire, et c'est pas toute la jeunesse, comme vous le dites. Mais c'est bien pour ça que je le redis, qu'il y a besoin de clarté. Et vous avez bien vu combien nous ne partageons pas ces propos horribles qui ont été tenus par des responsables insoumis. Et d'ailleurs, tous les militants de gauche que je rencontre, y compris des insoumis, ne sont pas sur cette ligne-là. Enfin, je le dis parce que c'est vrai, ils ont du débat chez eux. Et interrogez-les là-dessus. Nous sommes clairs et nous appelons justement, pas seulement la gauche, l'ensemble des Français touchés par ces drames qui se jouent là-bas. Ces deux peuples ont besoin de vivre en paix. Ils sont aujourd'hui nourris par la haine et la vengeance. Et donc, on a besoin justement que les pays européens, la France, prennent des initiatives fortes. Il y a aujourd'hui du deux poids deux mesures en matière de droit international. Il y a celui qu'il faut à tout prix faire respecter en Ukraine et celui sur lequel on peut s'essuyer les pieds en Palestine. C'est insupportable. Mais on entend votre appel. Tout le monde s'insurge contre cette différence. On entend votre appel à la clarté, mais quand vous voyez notamment les propos du chef de l'État, encore une fois, qui dit que certaines formations, comme la France Insoumise et le relevé Nicolas, ont considéré que c'était une manière pertinente de mener le combat. Il est simplement contre-productif et inacceptable qu'au nom de leur combat, ils empêchent le débat. Encore une fois, est-ce que vous dénoncez l'attitude, certains la dénoncent, clientéliste de Jean-Luc Mélenchon et de certains de ses élus? Je n'ai pas pour habitude de commenter les autres responsables politiques, encore moins Jean-Luc Mélenchon. À chaque fois que je le fais, après on parle que de ça. Donc, c'est pas mon sujet. Je vous le dis clairement. Ça a été votre partenaire longtemps. Oui, d'accord. Et ça fait longtemps que le divorce a été prononcé. Donc, c'est plus... Non, mais... C'est pas mon sujet. Interrogez-le, faites-le venir, faites venir ses députés, faites venir ici ceux qui siègent avec lui à ses côtés, moi. Panot, Bompard, Ruffin, etc. Ils sont avec lui. Et qui parle avec lui? On peut vous poser la question différemment. Moi, c'est pas... Vous avez entendu la ligne claire. Absolument. Non seulement que je porte, mais la situation est tellement grave. Tellement grave. Quand j'entends on importe le sujet, le conflit palestinien en France... Mais il est dans tous les pays du monde. Dans tous les pays du monde, ça se mobilise, car le massacre qui a lieu là-bas est extrêmement grave. Enfin, j'ai encore reçu des responsables politiques israéliens là-bas qui me disent que Netanyahou ne fait pas le cessez-le-feu parce qu'il sait que s'il y a le cessez-le-feu, il quitte le pouvoir, il est battu. Donc, le massacre continue pour ces enjeux-là. C'est extrêmement grave. Et ce sont des hommes, des femmes, des enfants. Vous entendez les témoignages de ces médecins, comment ils font de la médecine de guerre sur des gamins. Ça va être la famine maintenant. Quand Netanyahou est interrogé sur les massacres, il dit c'est des dommages collatéraux. Mais la famine, c'est un dommage collatéral. Posons-nous la question différemment, monsieur Roussel. Et tout est relatif dans ce que je vais vous dire. J'ai entendu monsieur Léon Desfontaines, votre candidat, tête de liste, dire que les questions sociales étaient importantes. Or, vous voyez comme moi que ce sujet à gauche encombre la scène. On ne parle que de ça du matin au soir. Est-ce que ça veut dire... Non, mais c'est une élection européenne. Il y a un enjeu autour des institutions européennes, de notre rapport à l'Europe, du rôle de l'Europe dans notre vie quotidienne, l'influence de l'Europe sur l'économie française. Tout ça, ça a complètement disparu. C'est pas le plus important. Mais si, merci.
Merci. Mais bon, je suis content d'aborder le sujet. Voilà. Allons sur le social. Parlons de ce qui se passe en France. C'est ce qu'avec Léon Desfontaines, nous ne cessons de dire. Chacun fait ses choix. La France Insoumise a fait son choix de faire de la Palestine sa principale campagne. Tant mieux. Son seul sujet de campagne, pour le moment. C'est son choix. Ce n'est pas votre campagne. Monsieur Glucksmann, Monsieur Macron sont sur l'Ukraine, le conflit pour envoyer des troupes là-bas. C'est leur sujet. Nous voulons parler du pouvoir d'achat des Français. Nous voulons montrer que cette Europe, elle fait du mal au pouvoir d'achat des Français. Elle a augmenté la facture d'électricité des Français. Et on va y venir. Europe, elle fait la pression sur les salaires. Elle pourrit notre industrie. Je voudrais bien parler de cette déclaration de M. Macron qui nous dit qu'il a créé 2 millions d'emplois dans l'industrie. Mais je rêve. Et on va y revenir. Non. Il a créé 2 millions d'emplois industriels. Non. Mais on va y revenir, Fabien Roussel. Je l'ai relu 2 fois. Je me suis dit, c'est pas possible, c'est Pinocchio. Son nez va s'allonger. On va y revenir, Fabien Roussel, sur en effet le bilan que fait Emmanuel Macron de son propre deuxième quinquennat. Mais d'abord, vous parliez de ces relents antisémites à l'occasion aussi de ces blocages. Cette enquête édifiante, publiée par nos confrères du Parisien, et ces chiffres qui font quand même froid dans le dos, pardonnez-moi, et notamment celui-là, 86% aujourd'hui des Français de confession juive craignent davantage d'être victimes d'actes antisémites depuis le 7 octobre. Est-ce que vous diriez, comme le dirait le président du CRIF, qu'on a fait sortir le diable de la boîte depuis 6 mois maintenant? Je dirais surtout qu'on ne peut pas traiter la montée des actes antisémites en France comme quelque chose de banal, d'anodin, comme dans d'autres pays, etc. Non. L'antisémitisme en France, il a malheureusement une histoire profonde, grave. Je me rendrai ce soir à l'hommage rendu aux victimes de la Shoah. Il a une histoire profonde parce que c'est l'histoire de la collaboration de ce gouvernement de Pétain, de ces policiers qui ont participé à la rafle du Veldiv, et donc il existe l'affaire Dreyfus, etc. L'antisémitisme a une histoire en France, et donc effectivement, nous devons être d'une extrême vigilance, d'une grande sévérité contre tout acte, propos antisémite. Et je le redis encore une fois, j'ai déposé une résolution à l'Assemblée nationale pour que justement, parmi les responsables politiques, ceux qui sont condamnés pour racisme et antisémitisme, mais ne puissent plus être éligibles, parce que ça n'a pas de place dans notre République. Nous devons être extrêmement vigilants là-dessus. Et donc, c'est pour ça que dans tous les propos que nous tenons, y compris sur le conflit israélo-palestinien, il faut bien voir que ceux qui sont responsables de ce massacre à Gaza, c'est l'extrême droite israélienne, qui d'ailleurs parle à l'extrême droite française. Monsieur Bardella, Madame Le Pen sont les meilleurs soutiens de Netanyahou. Je l'entends intervenir à chaque fois dans les réunions avec le président de la République, quand le président nous réunit et qu'il réunit les chefs de parti. Monsieur Bardella est le seul à dire soutien conditionnel à M. Netanyahou, il faut y aller, il faut lui fournir des armes, etc., etc. Les extrêmes droites européennes, françaises et celles qui étaient aujourd'hui au gouvernement en Israël se parlent. Et ceux qui en souffrent, c'est autant les Palestiniens que le peuple israélien lui-même. Oui, mais Jordan Bardella et Marine Le Pen, qui sont conviés à l'hommage national des victimes françaises aux Invalides, il y a quelques mois de maintenant, sont applaudis, alors que certains leaders de gauche sont tués. Est-ce que là aussi... oui, mais j'y étais, moi. Et moi, j'y étais. J'ai fait le choix de participer à cette manifestation contre l'antisémitisme. Et nous avons fait ce choix de manifester avec Olivier Faure, avec Marine Tondelier. Et voilà, donc je pense qu'il y a une gauche qui est claire sur ces questions-là. Et une autre qui l'est. Et alors nous, Parti communiste français, et puis avec les autres forces qui sont avec nous dans cette campagne avec Léon Desfontaines, la gauche républicaine et socialiste, l'engagement d'Arnaud Montebourg, les radicaux de gauche, nous sommes pour une république laïque, universaliste. Nicolas. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire que, vous savez, nous on dénonce beaucoup le capitalisme qui broie des vies humaines, on va en parler. Mais le fait religieux, la question des religions, nous on dit la religion c'est l'opium du peuple. Je dirais qu'aujourd'hui les intégrismes religieux de tous bords, quand je vois les évangélistes aux États-Unis, quand je vois les orthodoxes en Israël, quand je vois les islamistes qui veulent en faire un combat politique et violent, armé,
ces intégrismes religieux sont en train de menacer nos démocraties. Et nous devons y prendre garde. Et c'est cette République-là que nous défendons. C'est pour ça que nous sommes tant attachés à une République laïque et universaliste pour faire respecter en même temps l'égalité des droits des citoyens, quelle que soit leur origine, leur couleur de peau et leur religion. Mais alors juste un petit point là-dessus encore, Fabien Roussel. Vous savez que les étudiants juifs, pas seulement les étudiants, les juifs, depuis le 7 octobre, se sentent de plus en plus exclus de la communauté française. Et l'antisémitisme, il commence par là. C'est d'en faire des citoyens qui sont des sous-citoyens d'une certaine façon. Est-ce que vous êtes suffisamment clair? Un exemple, dans les revendications des étudiants de Sciences Po, on n'entend pas celle pour la libération des otages de certains Français, mais israéliens, qui sont retenus par le Hamas à Gaza. Oui, mais c'est pour la première chose que j'ai dite dans mon intervention, au début de l'émission. Mais donc, pas à Sciences Po. Écoutez ce que disent les étudiants communistes, la jeunesse communiste, qui participent à ces mouvements. Regardez nos déclarations et ne mettez pas tout le monde dans le même sac. Qu'il y ait des étudiants qui ne le disent pas, c'est regrettable. Nous sommes, nous, de ceux qui disons qu'il faut faire respecter les résolutions de l'ONU, qu'il faut une solution politique à 2 États, qu'il faut la libération des otages, qu'il faut que ces 2 peuples puissent vivre en paix et que la France reconnaisse la Palestine. Et c'est pour ça que j'en veux beaucoup au président de la République. Le président de la République, qui considérait que, avant le 7 octobre, que ce conflit était un conflit de second rang dont il ne fallait pas s'occuper, et qui, aujourd'hui, prend une dimension incroyable dans le monde, qui nous inquiète. Je regrette parce que si le président de la République prenait une initiative forte, comme avait su le faire Jacques Chirac à son époque, il rassemblerait tous les Français, tous, il nous rassemblerait. Il ne le fait pas, et c'est ça qui est grave aujourd'hui. Alors, il préfère taper sur les étudiants, leur envoyer des escouades de CRS. Mais s'agissant des étudiants... C'est une erreur fondamentale. Juste une question rapide, vous allez voir, la réponse ce sera oui ou non, j'en suis sûr avec vous. Vous êtes employeur au Parti communiste français, vous employez des gens. Si vous receviez un CV d'un étudiant ou d'une étudiante qui a fait Sciences Po, vous seriez vigilant ou pas ? Ah ben, Sciences Po est une bonne école. Et donc, je considère que ces élèves sont des bons élèves. Ah bon ? C'est une bonne école, oui. Mais encore une fois, je me perds... Enfin, ben oui, mais bien sûr. Mais 15 000 étudiants, c'est vrai qu'il y a 300-400 personnes. Mais faites les tours des Sciences Po. Et vous allez découvrir une chose, c'est que tous les Sciences Po ne se ressemblent pas non plus. Ceux qui dirigent les Sciences Po ont beaucoup de mérite, les directeurs de ces écoles. Et encore une fois, ce sont une centaine d'étudiants. Je suis allé à Aix-en-Provence. J'ai fait un débat à Sciences Po Aix-en-Provence. J'ai fait un débat à Sciences Po Lille et j'en ai fait un à Paris. On n'a pas c'est pas les mêmes Sciences Po, c'est même pas les mêmes droits d'inscription. C'est pas les mêmes, ils n'ont pas les mêmes manières de gérer les conférences, les débats, de les animer, de prendre des boursiers, plus ou moins. Ce sont des écoles qui sont un peu autonomes les unes des autres. Donc ne jetez pas d'opprobre. C'est une question que je pas pose. D'opprobre sur nos grandes écoles, pas d'opprobre sur nos enseignants, pas d'opprobre sur ces directeurs qui ont bien du mal et justement qui se trouvent en difficulté. C'est pour ça que je dis que le gouvernement, le président de la République, a une responsabilité. Suspendre le financement comme l'a fait la présidente de la région Île-de-France. Mais c'est d'une bêtise. Mais qu'est-ce qu'elle est l'électoralisme, enfin. De la simple communication et l'électoralisme. Surtout que Mme Pécresse maintient ses subventions à l'école Stanislas privée qui a défrayé la chronique et qui est elle aussi au tribunal, enfin avec une là mission... aussi du 2 poids 2 mesures, en tout cas ce que vous dénoncez. Fabien Roussel, il faut couper les liens avec les universités israéliennes, c'est pas une bêtise? Je pense que c'est pas une bonne idée, par exemple. Je pense que c'est pas une bonne idée puisque je discute. Il y a des étudiants israéliens porteurs les universités paix. Israéliennes, c'est l'endroit où on peut exprimer une opposition au gouvernement Netanyahou. C'est particulièrement idiot. Mais en tout cas, ne mettez pas. On pourrait voir tout ce qu'il y a d'excessif et d'horrible, et du coup, on ne parle pas de tout ce qu'il peut aussi y avoir de beau parmi cette jeunesse qui se mobilise. Fabien Roussel, il faut avancer. Gabriel Attal, le Premier ministre, a fait du retour de l'autorité son cheval de bataille. Vous serez reçu par le Premier ministre cette semaine, mardi, si je ne me trompe pas, pour évoquer avec lui vos propositions sur l'autorité après des multiplications de cas de violence dans la jeunesse. Faut-il que les jeunes soient plus durement punis? Quelle est votre position sur le sujet et vos propositions quand on apprend notamment que les Républicains ont fait connaître les leurs, avec notamment la suppression de l'excuse de minorité et l'abaissement de la majorité pénale à 16 ans? Ça c'est les propositions d'Éric Ciotti. Qu'en dites-vous? D'abord, il y a des drames qui se sont succédés
et qui ont heurté tous les Français avec des jeunes hommes, des jeunes femmes, massacrés, tués, blessés, avec des comportements hyper violents de jeunes, de plus en plus jeunes. Alors, il y a des études qui sont faites disant qu'il n'y a pas plus d'homicides qu'avant, il n'y a pas plus de violence, mais quand même, il y a des signes qui montrent que ceux qui commettent ces violences sont de plus en plus jeunes et il y a une sorte de libération de la violence. Il y a besoin d'étudier, de comprendre, de savoir les causes profondes, la société, les réseaux sociaux. Pourquoi une part de notre jeunesse n'a plus de repères, ne sait plus faire la différence entre la vie et la mort. Encore chez moi ce week-end dans ma circonscription, un père de famille avec ses 3 enfants et sa femme qui se promenait en forêt s'est fait rouer de coups par 2 jeunes qui faisaient du rodéo en moto. Il a fini inconscient, transporté à l'hôpital. C'est inadmissible. On n'en peut plus de ça. C'est plus des faits divers. Ce sont des faits de société. Il faut les mesurer, les prendre comme tels. Alors, M. Attal a fait une série de propositions. Qu'on parle d'autorité, je le conçois, et on peut se mettre autour de la table. Vous saluez qu'il vous reçoive. On parlait. Oui, on va faire nos propositions. Et vous voyez, il a dit, j'en retiens une, mettre l'école de 8h à 18h dans les quartiers. D'abord, je lui dirais, c'est une proposition, j'ai défendu une proposition pendant les élections présidentielles, c'est d'augmenter le temps de nos enfants à l'école. Moins de vacances scolaires ? Plus de temps passé à l'école pour que nos enfants, je leur dis pour ceux qui m'écoutent, fini les devoirs à la maison, vous ferez vos devoirs à l'école. Et je suis pour qu'ils restent plus longtemps à l'école. Mais partout, dans toutes les écoles de la République, et je vais dire à M. Attal que l'école de la République, ça ne doit pas être une caserne. Nos enseignants, ça ne doit pas être des gardiens ni des surveillants. Nos enfants n'ont pas vocation à être enfermés dans des uniformes comme ils veulent faire. Ce qu'il faut, c'est redonner à l'école toute la place qu'elle doit prendre dans la République. Et justement, c'est un des moyens pour certainement redonner du sens, des valeurs, le respect, le vivre ensemble. Moi, les enfants qui passeraient plus de temps à l'école, pour moi, c'est ce que je vais lui dire. Il nous faut beaucoup plus de profs, beaucoup plus d'encadrants, beaucoup plus de personnel, mais c'est pour que l'école leur apporte les enseignements, mais fasse de ces enfants des citoyens. Et quid de la responsabilité des parents. Écoutez, laissez-moi finir. Que ces enfants puissent faire leurs devoirs chez eux parce que c'est source à l'école, parce que c'est source d'inégalité. Mais qu'ils voyagent, qu'ils aillent à la campagne, qu'ils découvrent les fermes, qu'ils découvrent nos institutions, qu'ils aillent dans des commissariats, qu'ils aillent en colonie de vacances, qu'ils aient des séjours verts à la montagne pour vivre ensemble. Mais alors vous imaginez les moyens qu'il faut y mettre. Mais qu'est-ce que fait M. Attal ? Il dit 8h, 18h pour les quartiers, c'est vous qui serez punis. Et en plus, il baisse de 700 millions d'euros les budgets. Non, il est renoncé. Non, il est renoncé. Il a renoncé au paiement sur les heures. J'attends qu'ils me le disent. En tout cas, parce que c'est quand même une série de... une série de menteurs chez eux. Hein. Donc, oui, mais moi j'attends de voir les décrets. Hein. Oui, non, sur une question qui revient beaucoup, notamment chez Gabriel Attal, et à la droite en particulier, l'abaissement de la majorité pénale à 16 ans. Mais je veux avoir ce débat, y compris avec les juges dans les tribunaux pour enfants, avec les magistrats. J'entends des sons de cloche divers là-dessus. Je ne suis pas un spécialiste, et donc je ne vais pas vous dire que j'y réponds sur tout. Moi, je veux apprendre, je veux comprendre, et je veux travailler avec les personnes qui sont directement sur place. Je peux vous dire une chose, c'est que le code de 45... sur la politique en direction des mineurs, a été réformé une 40aine de fois depuis. Et alors que cette politique en direction des mineurs reposait sur un mix répression-prévention, toutes les réformes qui ont été faites, ça a été pour plus de répression. Résultat des courses, aujourd'hui, ce que j'entends, c'est que quand un mineur est ciblé comme possible délinquant, ayant commis des vols, des actes de violence, tout de suite, il doit être pris en charge. Les éducateurs qui sont là pour ça ne sont pas assez nombreux. Il y en a aujourd'hui un éducateur pour 10 gamins, quand parfois il faudrait un pour un.
Et donc, on est très très loin du compte. Donc, toute la politique d'accompagnement, d'encadrement, de suivi, et qui permet de travailler avec les parents. Justement, c'était ma question. Parce que vous parlez de l'école, de l'encadrement, du suivi de ces enfants. Mais quid de la responsabilité des parents qui est régulièrement pointée du doigt? Les parents... Supprimer les allocations familiales. C'est une des propositions des Républicains avec laquelle, je pense, vous êtes en opposition. Donc, je ne vous pose pas la question. Parce que c'est pas... c'est la double peine pour vous. Évoquer cette idée. C'est même pas la double peine, c'est que je vois pas quelle est l'efficacité derrière. Quelle est l'efficacité que des gamins qui détruisent, réparent, soient mis à contribution pour réparer, tout ça, ça me va, ça se pratique déjà. Mais le tu casses, tu répares, tu salis, tu nettoies. Oui, mais quand je dis qu'il y a... Mais il y a tellement besoin d'accompagnement derrière pour que des mesures de justice soient véritablement mises en œuvre. Pour que... Vous savez, dans une ville, à Saint-Amand-les-Eaux, où je suis élu, il y a quelques années, quand il y avait un gamin où il y avait un petit souci, se réunissaient toutes les semaines les professeurs, la police, le représentant de la justice, le CCAS de la ville, et puis on essayait de s'y mettre tous ensemble pour regarder et comment... Les parents peut-être quand même un peu, non? C'est eux qui non, mais bien sûr, et comment on suit les parents? Mais les parents, ils sont suivis. Ouais. Ils sont suivis, ils sont connus du CCAS, etc. Il y avait les bailleurs sociaux. Et donc on travaillait ensemble. Mais c'est mort tout ça, il n'y a plus rien. Ça n'existe plus. Ça n'existe plus, alors qu'on a besoin de mettre tous nos services publics ensemble. Et ça, vous l'exposerez au Premier ministre. C'est ce que j'expliquerai au Premier ministre. Le climat social à l'approche des Jeux Olympiques, il s'annonce chaud. Mois de juillet très chaud, notamment à Paris, mais pas que. Faut-il, Fabien Roussel, une trêve olympique, comme l'appelle de ses voeux le chef de l'État? Ou est-ce que vous diriez que, pour un syndicaliste notamment, les Jeux Olympiques sont une arme de blocage atomique? Je parle de Raymond Soubi, je cite Raymond Soubi, ancien conseiller social de Nicolas Sarkozy. D'abord, la France va recevoir un événement planétaire merveilleux qui doit être l'occasion de faire une trêve dans tous les conflits dans le monde. Et ça, je rejoins cet appel qui est fait pour que ce soit à Gaza ou en Ukraine, que les armes se taisent et qu'il y ait la paix. C'est un événement merveilleux. La France crée toutes les conditions pour bien l'accueillir. Nous allons recevoir 10-15 millions de personnes supplémentaires en France à cette occasion. Donc vous imaginez qu'il faut savoir mettre les petits plats dans les grands, le faire de la plus belle manière qui soit pour rendre notre pays le plus accueillant, le plus accessible. Je demande une chose, moi, c'est que le président de la République et son gouvernement fassent une trêve à la guerre sociale qu'il mène à l'encontre des salariés de notre pays. Parce qu'il mène une véritable guerre sociale. Quand, en France, il y a aujourd'hui 17 millions de salariés vivant au SMIC, je dirais survivant... 17 millions. Oui, 17 millions. Ouais. Non, il y a 2 millions de salariés au SMIC et 4 juste au-dessus. On est passé de 12 à 17 entre SMIC... 12, excusez-moi, 12 à 17... Excusez-moi, vous avez raison. 12 à 17%. Oui. C'est 12 à 17%. Oui, moi aussi. J'ai pensé qu'on se retrouvait c'est 12 quand il y a en Bulgarie. France, quand il y a en France, 17% de salariés survivant au SMIC, avec donc un salaire de 1 400 € net. C'est un record, hein, effectivement. C'est un record. La France est passée de 12% de personnes au SMIC à 17% pendant les 7 ans de Macron. C'est son bilan. Bravo, Monsieur le Président de la République. Champion du monde. Hein. Ces appels à désmicardiser, vous voilà. Non, mais pour l'instant, il ne désmicardise pas. Pour l'instant, le gouvernement smicardise la France. Il tire la France par le bas. Et alors, ils disent, on va accueillir les JO. Allez-y, hein. Accueillez les biens, ramassez les poubelles plus que là, transportez les biens, nourrissez les biens, servez-les dans les restos, mais pas un copec de plus. 1 900 € pour les policiers, 1 500 pour les fonctionnaires. Ça j'ai vu. Mais ça j'ai vu que M. Darmanin il s'est soigné. Non mais il n'y a pas que lui. Fonctionnaire de la santé, fonctionnaire des collectivités locales et territoriales. C'est un peu la moindre des choses. Et tous les autres salariés, et tous les autres salariés qui sont dans le privé, et tous ceux qui sont dans le privé là, qu'est-ce qu'ils vont avoir eux? Ceux qui transportent, ils seront peut-être en vacances, monsieur Roussel, non? Ils auront envie de quitter Paris, si vous voulez, je pense que j'en ai parlé avec Thierry Marx. Je pense qu'il y a un vrai sujet aussi dans la restauration, dans le nettoyage. Donc, qu'il fasse une trêve à la guerre sociale qu'il mène au monde du travail. Et c'est ça que je dis. Après, quel est le pouvoir des salariés pour se faire entendre et se faire respecter dans ce pays? Quand ils veulent négocier et discuter, je pense à monsieur Farandou de la SNCF. On va y venir. Eh bien... et qu'il y a un accord qui est trouvé,
Le PDG, il est convoqué par Monsieur le maire. Alors Fabien Roussel, vous faites notre transition en effet. Certains ont trouvé les armes pour acheter la paix sociale. C'est le chiffre de Péry. Alors, le chiffre, c'est 35 millions d'euros, parce qu'il faut bien qu'il y ait un chiffre. 35 millions d'euros, c'est le coût pour la SNCF d'un accord auquel vous faites allusion, signé entre la direction de l'entreprise et 4 organisations syndicales, y compris celles qui ne signent jamais, sur l'aménagement des fins de carrière. Manifestement, la petite histoire, c'est que cet épisode remonte au précédent gouvernement. C'est Elisabeth Borne qui aurait appelé M. Farandou pour lui dire il faut que 2024, ça fait écho à ce que vous nous racontez, il faut que 2024 soit une année blanche sur le plan social parce qu'on accueille les JO, on a un mois de mai avec des ponts à rallonge, etc. Qui faut-il blâmer dans cette histoire-là, sachant que M. Farandou, le patron de la SNCF, nous dit on finance ça sur fonds propres. 35 millions d'euros, avec cet accord d'aménagement des fins de carrière. Vous blâmez qui, vous ? Le gouvernement ou le patron de la SNCF ? Ah, je blâme le gouvernement, mais... Et le patron de la SNCF, non. Mais écoutez, le patron de la SNCF, il a signé un accord après des semaines et des semaines de discussions, de grève aussi, les salariés ont fait pression, et il obtient un accord... chacun a fait un pas vers l'autre, parce que les syndicats, ils n'ont pas obtenu tout non plus. Ils ont fait chacun un pas l'un vers l'autre. Ça coûte 35 millions d'euros à la SNCF, mais qu'il va financer sur les bénéfices que réalise la SNCF. Je vais vous donner les chiffres. En 2022, la SNCF a fait 2,4 milliards de bénéfices. En 2023, 1,3 milliard. Il peut bien mettre 35 millions pour que ces salariés qui travaillent sur les trains, qui sont roulants, puissent bénéficier donc d'un droit au départ à la retraite anticipé. On va ajouter juste un chiffre. 1,3 milliard de bénéfices pour la SNCF, 2,4 milliards de déficit pour la Deutsche Bahn. Ouais. Il n'y a pas beaucoup d'entreprises ferroviaires qui gagnent de l'argent. Et d'ailleurs, moi, je discute autant avec les syndicats qu'avec M. Farandou, et parfois ça frotte, parce qu'on n'est pas d'accord sur tout. Moi, je demande des ouvertures de lignes. Parce que c'est assez rare qu'un dirigeant communiste applaudisse un patron. Je demande plus de fret, plus d'investissement dans le fret, et il me dit, M. Farandou, ses comptes, comment que ça va, etc. En tout cas, si j'avais été le gouvernement, c'est pas M. Farandou, moi, que j'aurais convoqué pour avoir passé un accord, justement, un accord social, en respectant les syndicats. C'est M. Tavares que j'aurais convoqué à Bercy. Parce que, d'un côté, il y a un patron d'une entreprise publique qui fait ce qu'il peut avec des mauvaises lois comme la réforme des retraites, et de l'autre côté, il y a le PDG d'un groupe du CAC 40, Stellantis, qui a mis son siège aux Pays-Bas, qui verse 18 milliards d'euros de dividendes à ses actionnaires et qui se paye 36,5 millions d'euros par milliard. Millions d'euros. Millions. Ah, mais là, attention, et là, on fait du Krasuki, là, attention. Oui. On se mélange dans les chiffres. 36,5 millions d'euros par an. 100 000 euros par jour, c'est-à-dire c'est ce qu'un salarié de sa boîte touchera en 5 ans. Il faut le rapporter aux bénéfices de l'entreprise. Ouais, mais moi, je suis président de la République, je suis ministre, je fais venir M. Carlos Tavares, et je lui dis, les aides publiques, c'est terminé. Plus un rond, vous ne toucherez plus un rond, parce que si vous distribuez 18 milliards d'euros, à vos actionnaires, vous n'avez pas besoin d'argent public. Si vous payez 36,5 millions d'euros, vous n'avez pas besoin que l'argent des Français aille dans votre poche. Et je vais faire une dernière... J'ai 2 choses à vous dire. Stellantis, c'est d'abord une entreprise américaine qui réalise ses profits sur un marché qui n'est pas le marché français. Deux, puisque vous parlez de convocation du patron de Stellantis à Bercy, si j'étais à sa place, je répondrais, vous vous rappelez, monsieur le ministre, dans quel état était Peugeot quand je l'ai pris ? Il perdait 7 millions d'euros par jour. D'accord. Et alors, ça mérite de la reconnaissance. Et vous savez dans quel état est l'industrie automobile en France ? On produit 2 fois moins de voitures dans notre pays qu'il y a 10 ans. On est à 1,5 million au lieu des plus de 3 millions qu'on faisait il y a 10 ans. Mais donc il y a un petit sujet. Parce que M. Stellantis, là, avec ses 36,5 millions, lui, il a délocalisé la C5 électrique en Chine. On va en parler de la Chine. Mais enfin, alors eux... Ils délocalisent les entreprises en Chine pour fabriquer des petits véhicules électriques. Renault a fait la même avec la Dacia Spring. Pourquoi ne produisons-nous pas en France un petit véhicule électrique pas cher, populaire pour tout le monde ? Eh bien, ils ne le font pas. Ils délocalisent. Ce sont des voleurs. Alors moi, je dis une chose. Si j'étais salarié de Peugeot, de Stellantis, mais j'empêcherais M. Tavares de rentrer à l'usine. Si les salariés de Peugeot... Vous appelez à la désobéissance. Si les salariés de Peugeot décidaient demain de dire
eux, les actionnaires, Tavares, ils ne rentrent plus dans l'usine, ils ne nous respectent pas. Ils volent le produit de notre richesse. Ils ne rentrent plus chez nous. On veut un autre directeur, on veut une autre direction. Voilà ce que je ferais si j'étais salarié de Peugeot. Et il appelle à légiférer. Hein. Et après, ils décident eux-mêmes de leur mode d'organisation. Ce que nous proposons, je fais une proposition. Ce que nous proposons, c'est, bien sûr, on propose que les écarts de salaire n'aillent pas au-delà de 1 à 20. Toute la gauche propose ça. Mais nous proposons quelque chose de plus fort encore. Nous demandons tout simplement que les salariés dans les entreprises aient un droit de vote sur la production des richesses, sur la répartition des richesses. Ils y participent quand même à cet effort. C'est à eux que l'on demande de ne pas augmenter les salaires, de travailler plus. Eh bien, ils pourraient dire... Ils ont augmenté chez Peugeot, hein. Ouais, non. 5%. Ah, oui, à peu de choses près, si j'ai bonne mémoire. 5% quand l'inflation, elle était à 7%, et puis M. Tavares préfère distribuer des primes que des salaires. Donc, ce que veulent les salariés, c'est une bonne retraite quand ils auront fini d'avoir travaillé pendant 40 ans dans sa boîte, et de pouvoir vivre de cette retraite. Les primes, ça cotise pas. Vous voulez rétablir les comités ouvriers, on élit les contremaîtres, les cadres et les dirigeants à main levée. À main levée. Non mais imaginez la révolution. Mais faire confiance aux ouvriers. Faire confiance aux ouvriers de ce pays, c'est la richesse de la France, c'est le monde du travail. Et la liste de Léon Desfontaines, c'est la liste du monde du travail, avec ces hommes, ces femmes ouvriers, dans l'industrie, dans les services publics, ils sont l'honneur de la France. C'est eux qu'il faut célébrer, qui devraient siéger au Parlement européen et au Parlement français. Il faut célébrer ces ouvriers, Fabien Roussel, c'est très intéressant ce que vous dites, mais on met en perspective un témoignage qui nous a beaucoup marqué, recueilli par notre confrère Paul Larouturou, qui réalise à date sur les réseaux sociaux de TF1 plus de 5 millions de vues. Cette dame s'appelle Colombe, elle a 60 ans, elle est venue assister mercredi à Perpignan au meeting de Jordan Bardella et de Marine Le Pen. On écoute un court extrait et on vous interroge ensuite. Regardez, moi je suis au RSA et on a du mal à vivre. On a du mal à vivre, on ne peut pas payer les factures, on a les huissiers, on a les menaces de tout. Et donc aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a quelqu'un qui ressort sur ce système de dire « Allez, suivez-moi et on va combattre ». On va évoquer évidemment les élections européennes, mais quand on entend ce témoignage, vous avez perdu finalement la classe ouvrière. Vous avez perdu le contact en tout cas. Cette dame vote Rassemblement National. Et vous nous décrivez ce que vous nous décrivez là ? Ne me dites pas ça, pas à moi. Ce que je peux vous dire, c'est que quand j'entends cette dame, j'ai l'émotion qui monte parce que tous les vendredis, je fais des permanences, quasiment tous les vendredis, dans ma circonscription, avec ma suppléante, Mathilde Valenbois, et je peux vous dire que j'ai les mêmes mots, les mêmes personnes, les mêmes femmes, en pleurs, devant moi. Une dame que j'ai reçue la semaine dernière, au RSA, et qui vient me voir parce qu'elle a une dette d'électricité, et elle m'a montré son budget, 584 €. Elle me dit, je ne peux pas payer mes 117 € d'électricité. Elle est au tarif social de l'électricité ou pas ? Non. Et donc l'électricité, elle vient me voir parce que EDF menace de fermer son compteur, enfin de réduire la puissance, et de fermer ensuite. Bien sûr, je suis intervenu directement auprès du directeur régional qui a tout de suite trouvé une solution, puis avec étalement, prise en charge, etc. Mais cette France qui souffre, qui est abandonnée, et pas seulement des personnes au RSA. Moi, j'ai un monsieur retraité qui vient me voir, il a 1 400 € de retraite. On pourrait dire, c'est une belle retraite, hein, c'est le SMIC. Mais on ne vit pas avec 1 400 € de retraite. Et vous savez ce qu'il me dit ? Écoutez, lui, il vient me voir pour me demander un logement social, parce qu'il ne peut plus vivre dans le privé, c'est trop cher. Le logement social, il est fermé aujourd'hui à cause de la politique de M. Macron. Et il me raconte, dans sa vie de tous les jours, que quand il fait son budget, il ne peut pas dépenser plus de 40 € par mois d'essence. Et donc, il a un budget de 40 € par mois d'essence. Mais je dis, mais qu'est-ce que vous faites si vous devez aller à un rendez-vous médical, etc. Je dis, 40 €, c'est 40 €, je ne dépasse pas, sinon je ne paye plus mes factures. Mais votre candidat Léon Desfontaines dit que Jordan Bardella, le Rassemblement National, est un faussaire de la question sociale. Un faussaire à 30% aujourd'hui, plus de 30% je peux vous en donner des noms de faussaires, de voleurs et de truands qui sont milliardaires. Hein. Il y en a, des faussaires. Justement, c'est de l'arnaque quand on est faussaire. C'est votre rapport à la classe ouvrière. Ce que je veux dire aux ouvriers, aux salariés qui nous regardent, c'est que dans l'extrême droite,
il y a droite. Et qu'au Parlement, on les rencontre. Ils ne votent pas la hausse du SMIC, ils ne votent pas la hausse des salaires, ils ne votent pas la défense des services publics. Ils s'en prennent justement à la fraude sociale qu'ils dénoncent, alors qu'il faut défendre la France du travail. Nous, avec Léon Desfontaines, et je serai sur la liste avec lui pour mener ce combat, nous voulons être la liste de la fiche de paye. La liste qui défend le pouvoir d'achat, qui veut parler du social. Vous serez sur la liste européenne. Je serai sur la liste aux élections européennes pour mettre tout mon poids avec Léon Desfontaines pour défendre le monde du travail, la liste du monde du travail. La seconde de liste est une enseignante en lycée professionnel. Les lycées professionnels, ces jeunes à qui demain on rêve de pouvoir voir leur place dans les usines, dans les entreprises de notre pays. C'est elle que nous voulons envoyer avec Léon Desfontaines au Parlement européen. Donc nous voulons être la liste du monde du travail qui va porter ce combat de la fiche de paye, faire baisser les factures d'électricité. EDF, on vient d'en parler. Elle en parle, Colombe. Je l'ai toutes les semaines dans mes permanences. Nous pouvons faire que les ouvriers se retrouvent à plus de 50% sur Bardella et les chômeurs à plus de presque 50%. Parce que il y a de l'arnaque dans les débats. Quel est le programme ? Mais quel est le programme de Bardella ? Quel est le programme de Bardella ? On ne le voit pas, il refuse les débats, il esquive. Bon, quel est notre programme ? Nous proposons de diviser la facture d'électricité par 2, voire par 3, selon que vous êtes dans le privé ou en tarif régulé. C'est possible. La CGT d'EDF... La diviser comment ? La CGT d'EDF, avec Marilène Faure, énergéticienne, qui sera sur notre liste aussi. Voilà le visage de notre liste. Marilène Faure et donc la CGT d'EDF, qui connaît bien les chiffres de la production d'électricité dans notre pays, qui est la production d'électricité la moins chère grâce au nucléaire. Eh bien, nous pouvons aujourd'hui proposer à tous les Français une électricité bien en dessous des heures creuses que nous payons aujourd'hui. Elle est déjà faible. Parce que la tarification de l'électricité en France, quand vous la comparez à celle de nos voisins, on était à 42 € le mégawattheure. Eh ben, allez le dire ça aux patrons qui ont vu leur facture multipliée par 2 ou par 3. Non, mais ça, c'est parce qu'il y a eu une période particulière, c'est très conjoncturel. Non, mais ça, EDF renégocie. La période particulière, je peux vous dire qu'elle est restée là chez un nombre de Français et d'entreprises, de restaurateurs, d'artisans. Et c'est nous, c'est même moi, c'est moi qui défends les petites entreprises. C'est même nous, les communistes, qui défendons les artisans et les commerçants. Les chiffres sont cruels, pardonnez-moi, mais vous êtes à 4%. Eh bien, parce que, d'intention de vote dans les derniers sondages. Mais parce que quand on parle du social en France, quand on parle du travail, quand on défend la fiche de paye plutôt que le RSA, ce que je dis, je le redis, je préfère la France du travail plutôt qu'une France qui a mis des gens au RSA pendant des années, parce que tellement on a tué nos usines, tellement on a affaibli nos services publics. Je défends cette France-là avec Léon Desfontaines aux élections européennes. Bardella, c'est les immigrés. Glucksmann, c'est l'Ukraine. Les insoumis, c'est la Palestine. Nous, c'est le travail, la fiche de paye, l'emploi, qu'ils l'entendent les Français. Et si le 9 juin, ils utilisent ce bulletin de vente-là, ils défendent leur pouvoir d'achat, ils défendent leur fiche de paye, ils baisseront pour leur facture, ils baisseront leur facture d'électricité. Vous avez dépeint vos anciens alliés à gauche, les gauches irréconciliables, c'est le droit de suite de Nicolas. Nicolas, à vous. Ah oui, donc j'attendais le jingle n'arrivera pas, allez-y. Donc il n'est pas venu, mais enfin c'est comme s'il était là. Écoutez, il y a eu un temps où la gauche, sous la férule de Jean-Luc Mélenchon, ressemblait à un projet, une espérance qui a été démentie par les urnes. Mais cette fois-ci, je veux dire, Mélenchon fait régner un climat terrible au sein de la gauche qui n'est plus que divorce. Vous l'avez vous-même signalé tout à l'heure, puisque Mélenchon vous a traité, enfin ses proches, de Doriot, de collaborationniste. Ensuite, il s'en est pris à Glucksmann, Raphaël, qu'il a traité de menteur il y a quelques jours. Hier, il s'en est pris à Jérôme Gadget et aux socialistes accusés d'être complices du génocide. Rien que ça, je veux dire. Donc, qu'est-ce qui peut aujourd'hui, au fond, se passer à gauche pour retrouver une espérance, retrouver un rassemblement et autour de qui ? Bien justement, ce que je ressens, c'est que ce qui tue la France aujourd'hui, ce qui nous fait le plus de mal, c'est le manque d'espoir, c'est la désespérance. C'est ce que je ressens le plus, c'est ce dont je parle le plus, c'est qu'il n'y a pas d'espoir. Il n'y a pas d'espoir. Macron, c'est fini. Il est rejeté, haï, son bilan est désastreux. Voilà. Il y a besoin d'un espoir nouveau. Vous y contribuez au désespoir quand vous présentez la France comme un enfer social. Mais c'est l'enfer pour beaucoup de Français. On vient de parler de Colombe.
On vient de parler de ces salariés à. Mais ce n'est pas toute la France, monsieur. Je pourrais vous parler de ces femmes isolées avec enfants en travail partiel à 1 000 euros par mois. Vous savez ce que c'est que de vivre avec 1 000 euros par mois et d'élever ses enfants? Non mais on peut parler d'enfants. Non, mais c'est pas toute la France. Donc, ce qui nous manque, c'est ça. L'espoir. Construire un espoir pour la France. Construire un espoir qui permette de rassembler pas seulement la gauche. C'est les Français qu'il nous faut rassembler, y compris tous ceux qui sont dégoûtés des politiques et de tout ce qui s'est passé ces dernières années. Et donc, cet espoir-là, nous voulons le reconstruire avec tout le monde, avec toutes celles et ceux qui partageront ce projet que nous avons. Les jours heureux que j'ai défendus aux élections présidentielles sont tellement d'actualité, puisque le programme des jours heureux était celui qui avait rebâti la France en 1945. Nous avons aujourd'hui besoin d'un programme des jours heureux du XXIe siècle pour rebâtir la France du XXIe siècle qui nous rassemble tous. Et c'est pour ça que je veux parler, moi, à tous les Français. Vous m'interrogez sur la gauche, moi je parle aux Français et je veux parler à tous les Français. Mais vous proposerez des états généraux à tous ceux qui voudront au lendemain des européennes. Nous allons finir les élections européennes. J'espère qu'à l'issue de ces élections européennes, il y aura le plus de députés de gauche et écologistes au Parlement européen, plus qu'avant. Et donc je souhaite bonne chance à chacune de ces listes. On ne se fait pas concurrence. Je souhaite que chacun fasse son choix. En tout cas, ce que je sais, c'est que si la liste conduite par Léon Desfontaines atteint les 5%, tout de suite, c'est 5 députés qui rentrent. Il faut que les Français sachent que c'est un mode de scrutin pourri. Quand on fait en dessous de 5, on a 0 député. Absolument. Nous, on est à 4 aujourd'hui. Avec 1% de plus, on gagne 5 députés. Et comment vous allez le gagner? Le vote utile à cette élection, c'est Léon Desfontaines. Comment vous allez le gagner? Parce que s'il passe les 5, c'est 5 députés cash pour toute la gauche. Attendez. Et bien sûr pour le monde du travail. Monsieur Roussel, à qui vous allez le prendre, ce pourcent qui vous manque? Peut-être plus, d'ailleurs. Alors, ça, je vous livre mon opinion personnelle. C'est qu'il y a aujourd'hui près de 50% de nos concitoyens qui estiment ne pas devoir aller voter, qui ne se sentent pas concernés. Moi, je veux aller convaincre les abstentionnistes, une part des abstentionnistes, pour leur dire cette élection, c'est l'élection qui vous permet de défendre votre pouvoir d'achat, votre fiche de paye, baisser votre facture d'électricité, puisque l'Europe libérale de la finance, l'Europe de la fraude fiscale, l'Europe de la corruption, elle nous a fait tellement de mal. Défendez-vous avec ce bulletin de vote et la liste que nous représentons, puisque c'est notre sujet. Pas une seconde, vous ne regrettez d'être partis ensemble avec Place Publique, Glucksmann et les écologistes de Marie Toussaint. Vous dites pas, c'est un regret. Ah ben non, mais on a tellement, mais parce que sur cette question européenne, on a des divergences tellement fortes que nous aurions même perdu chacun de l'électorat. Et donc, je pense que nous aurions gagné moins de députés européens. Mais enfin, l'addition sera belle. L'addition de tous les députés européens sera belle si nous passons les 5. L'addition est à 30% pour l'instant, l'addition. Et si nous avons historiquement. Mais moi, je veux compter le nombre de députés, hommes et femmes, qui siégeront demain dans les différents groupes de gauche. Et j'espère que nous serons beaucoup plus que dans le dernier mandat, ce qui sera une chance pour les combats que nous faisons en faveur des services publics, de l'écologie et de l'industrie que nous défendons. Nous arrivons à la fin de cette émission, mais une rapide question sur le tapis rouge déroulé à Xi Jinping, le président chinois qui arrive cet après-midi en France, visite d'État de 48 heures. C'est ça la réelle politique? C'est compliqué de répondre en si peu de temps, mais faut-il lui dérouler le tapis rouge? Enfin, la Chine, c'est la deuxième puissance économique au monde. Ce serait bizarre que la France ne les reçoive pas. La France fait partie des premiers pays à avoir reconnu la République populaire de Chine il y a 60 ans. Avec le général de Gaulle. Avec le général de Gaulle. Donc c'est la politique du général de Gaulle, justement, de construire une politique stratégique, souveraine, en direction de grandes puissances comme la Chine. Maintenant, je dirais une chose, c'est que ce que je n'aime pas dans le discours de M. Macron et des grands patrons de la finance du CAC 40, c'est qu'il y a 2 poids 2 mesures, là aussi. C'est que d'un côté, on dénonce la Chine, les atteintes aux droits de l'homme, le manque de liberté, mais de l'autre, on s'en va délocaliser les usines là-bas, on s'en va délocaliser nos emplois là-bas, et là, l'argent n'a pas d'odeur. Un double discours. C'est un double discours que je dénonce. Moi, quand j'ai rencontré les responsables politiques chinois, quand j'y suis allé, je leur ai dit, nos usines ne sont pas à vendre, nos aéroports, nos gares ne sont pas à vendre. Et le problème, c'est pas que les Chinois les achètent. Le problème, c'est que la France mette en vente nos outils stratégiques industriels. Fabien Roussel, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce dimanche.